Pour avoir eu deux parents donc qui ont milité toute leur vie pour cette reconnaissance-là, on ne réalise pas à quel point, je pense que vous le réalisez, mais je pense que socialement, les gens ne réalisent pas à quel point c'est exigeant comme travail, en fait. Et il faut être professionnel pour le faire, ce travail-là. Puis malheureusement, moi-même, chez les gens autour de moi qui sont de meilleures intentions, je l'entends encore, le petit mot gardienne qui peut revenir une fois de temps en temps. Non, ma mère a dit souvent, elle se faisait dire des fois, amusez-vous bien. C'est pas méchant de la part du parent, mais c'était comme, c'est parce que... Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour, bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. On est bien content aujourd'hui d'accueillir Édouard en fait pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de formation. Ne prenez pas peur, ça va être vraiment intéressant et vraiment chouette à entendre. Édouard, tu es chargé des partenariats dans un organisme dont tu vas nous parler un petit peu. On a envie de te rencontrer un petit peu plus d'abord. Fait que, je crois qu'on a une question un petit peu particulière à te poser d'abord. Oui. Quel type d'enfant est-ce que tu étais? Comment tu te représentais? Comment tu te représentes quand tu étais enfant? Écoutez, je peux dire que j'étais un enfant qui était plutôt calme. Je me suis fait dire souvent, ma mère me le rappelle souvent comment j'étais un enfant qui était calme et qui était beaucoup dans sa bulle, qui avait pas vraiment envie d'aller vers les autres. Puis c'est très drôle parce qu'en vieillissant, je suis pris la tangente 100% inverse. Je suis plutôt maintenant quelqu'un qui va vers les autres, qui a envie de rencontrer. Mais ma mère, la blague qu'elle fait souvent, c'est quand j'arrivais au parc, semblerait-il, puis qu'il y avait d'autres mondes, je disais, maman, peux-tu rentrer? C'est plus mon parc, s'il y a du monde, là. C'est ça. J'étais plus timide, je pense, étant plus jeune. Mais voilà, très calme. La bouche ouverte, on dit souvent aussi, quand j'étais jeune. Ouais? Parce que dans l'une. Aujourd'hui, Édouard, l'idée, c'est de parler un petit peu de formation, comme je le disais. En fait, j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est quoi ton rôle dans l'organisme dans lequel tu travailles, pour qu'on puisse partir un petit peu, avoir une bonne représentation de ton rôle et puis ton travail au quotidien, finalement. Ouais, en fait, je vais essayer de faire ça le plus digeste possible pour pas que personne prenne peur, là. Mais en fait, je travaille au comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire. En gros, des comités sectoriels de main-d'œuvre, des CSMO, il en existe dans tous les secteurs d'activité au Québec. Puis le nôtre, en fait, plus spécifiquement, est très multisectoriel. Mais un des secteurs dans lequel on travaille beaucoup, c'est la petite enfance. Parce que il y a pas de surprise ici. Je pense qu'il y a personne qui va nous écouter qui va se tomber en bas de sa chaise en sachant que le milieu de la petite enfance est un des milieux ciblés au niveau des gouvernements comme étant des milieux où il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des problèmes au niveau de la qualification. Donc, nous, en fait, dans ce contexte-là, le CSMO ESAC, on nous a, nous, on a travaillé avec des partenaires à monter deux projets qui visent finalement à répondre à certains de ces enjeux-là. Le premier qui a été lancé en 2021, c'est le parcours travail-études en petite enfance, qui est vraiment là pour aller recruter et former de la main-d'œuvre qui éventuellement va être qualifiée suite à l'obtention d'une AEC. Et le second, qui a été lancé en mai 2022, déjà, ça va vite, c'est l'ARAC 96, donc qui là vient vraiment appuyer des personnes qui sont déjà dans le milieu, qui ont déjà de l'expérience, mais pour évidemment leur donner une diplomation qui va mener vers une qualification par la suite. Fait que ça, c'est ça. C'est ces deux projets-là que le CSMO ESAC porte maintenant depuis un certain temps. Puis moi, en fait, je suis chargé de projet là-bas depuis octobre 2022. Ça va faire 3 ans cette année. Puis je m'occupe vraiment des deux projets, là, tout ce qui est partenariat, mobilisation, donc dans les événements. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter qui m'ont vu des fois sur des kiosques. On est beaucoup à faire de la représentation, mais c'est pas mal ce que je fais dans l'équipe, là, dans cette belle équipe-là. On est beaucoup d'ailleurs au CSMO. C'est important de le dire. Là, derrière ce gros projet-là, il y a une vingtaine de personnes, là, donc techniciens, même un peu plus, même 20-25 techniciens, des gens qui travaillent à la comptabilité. Donc voilà. C'est vraiment intense, puis en même temps, on est vraiment intéressé parce que comme tu le dis, la pénurie de main-d'œuvre, oui, touche beaucoup de domaines, évidemment, depuis quelques années, mais la pénurie d'éducatrices et d'éducateurs, en fait, est très criante, autant que des services de garde parfois, ou des milieux de garde, des installations, ferment des groupes par pénurie de main-d'œuvre. Fait que, c'est une vraie question sociétale d'abord, je crois, et économique aussi, parce que des groupes qui sont fermés, c'est des enfants qui ne sont pas accompagnés et des parents qui ne peuvent pas éventuellement aller travailler. Fait que cette chaîne-là vient complètement être abîmée en fait et générer des insécurités à plein de niveaux. Fait que je trouve ça vraiment intéressant en fait de t'accueillir aujourd'hui et puis de pouvoir échanger là-dessus pour apporter des outils aux gestionnaires, aux professionnels de la petite enfance et des informations concrètement comment on est capable de former des équipes parce que tu sais
on va le dire souvent dans ce podcast-là, il y a toujours les belles théories, il y a toujours les ça serait vraiment super d'avoir des gens formés. Oui, merci beaucoup. Mais comment on fait? Parce que on utilise souvent cette analogie-là. André et moi, on a des garderies ensemble, 3 qui se situent à Québec, et t'as beau lancer ta ligne dans un lac, s'il est vide, ta ligne va ressortir vide là. Fait que l'idée, c'est d'aller nourrir ce bassin-là. Comment on est capable de ramener un petit peu, c'est quoi les efforts que vous mettez pour ramener l'amour de la profession, tant au niveau des femmes que des hommes, parce que il y a aussi tout ce combat-là qu'on doit mener là, au-delà des gens qui se forment. Fait que qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour ramener cet amour de la profession-là et de combler un peu plus les classes, là, autant à la RAC que le parcours Petite Enfance? En fait, c'est une très grande question parce que, puis tu le dis, nous, en fait, à la base, faut se rappeler, ces projets-là ont été pensés par et pour les milieux. Dans le sens où c'est pas nous, au CSMO, qui sont assis, avons dit on a une solution pour tout le monde. On s'est assis, une approche de concertation, c'est dans notre ADN, dans le milieu dans lequel on évolue. Donc, essayer de voir c'est quoi les meilleures solutions qu'on peut essayer de trouver. Évidemment, ces 2 projets ne répondent pas à l'ensemble des enjeux parce que là, je pense que ça, on ne pourrait pas y arriver. Mais tu touches à un point qui est important, c'est que la valorisation, c'est quand même clé à travers tout ça. Nous, c'est sûr qu'on n'est pas le ministère de la Famille, hein. On n'a pas non plus le mandat clair du gouvernement de dire vous devez travailler à. Mais par la bande, on le sait, à chaque fois qu'on fait des campagnes de communication, vous avez peut-être déjà entendu à la radio, hein, on s'associe des fois aussi avec des personnes sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on sait ce qui est derrière ça, au-delà des projets même. C'est la valorisation du métier d'éducateur-éducatrice. Je le dis au masculin-féminin parce que c'est vrai que c'est important. Moi, mon père a été éducateur longtemps avant de devenir directeur dans un CPE. Puis je peux vous dire que ça aussi, c'est un autre truc sur lequel on doit travailler si on veut que ça fonctionne. Vraiment. On a rencontré il y a des groupes de travail là, justement là, pour la place des hommes dans ce milieu-là qui existent, qu'on a déjà rencontré. Puis nous, c'est sûr que à chaque fois qu'on fait de la publicité ou du moins de la promotion, on essaye de le mettre de l'avant, l'idée que justement là, que ça soit pas juste des femmes qu'on voit puis pas juste aussi dans certaines régions, tu sais, on est national nous autres, mais dans des régions comme Montréal, une garderie, c'est pas que une femme blanche là, par exemple, il y a des femmes de toutes sortes de partout. Il y a cette diversité là qui est importante si on veut y arriver là, au niveau Puis en fait actuellement, c'est la réalité, je pense, dans beaucoup de garderies là, tu sais, que ce soit des garderies privées, des CPE, tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration qui décident de par leur bagage, puis souvent, ça c'est l'autre partie, c'est que leur formation n'est pas nécessairement reconnue. Nous autres, on a eu la chance de collaborer avec des filles qui étaient psychologues, infirmières dans leur pays d'origine, qui avaient aussi des difficultés d'avoir une reconnaissance des acquis, justement. Puis là, ils viennent dans nos milieux, sont contents d'être là. Évidemment, ils aimeraient ça être capables de faire reconnaître. Puis souvent, c'est des candidats qui sont assez propices à justement faire la reconnaissance des acquis parce qu'ils sont capables de s'asseoir sur un banc d'école, de remplir les devoirs, le travail qui est à faire. Non, tout à fait. Je veux pas te couper, Mélissande, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que tout à fait. Puis c'est des profils qui sont vraiment intéressants. Déjà, je veux faire un petit disclaimer en bon français. Un des problèmes avec nos projets, puis je le dis vraiment tout à fait de manière, tout projet a des critères. Hein. Un des critères de nos projets, c'est qu'il faut que la personne soit résident permanent ou citoyen canadien pour pouvoir y avoir droit. Fait qu'on sait que des fois, dans certains cas, ça peut créer des frustrations, on en est conscient. C'est des problèmes qui sont plutôt politiques, hein, plutôt que dans l'organisation même des subventions de ce genre-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai par contre que dans un certain sens, quand cette personne-là arrive, elle a une résidence permanente, souvent la RAC, qui n'est pas une reconnaissance de diplôme, elle n'a pas mélangé, mais permet ça, en fait, permet à la personne d'aller faire reconnaître l'expérience qu'elle a déjà. Puis pour la RAC, ça c'est énorme parce que tu dis retourner à l'école, peu importe d'où la personne vient, ça a été quoi son chemin. Pour certaines personnes, ça fait peur. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu avec des éducateurs ou des éducatrices, cette peur-là de retourner à l'école. Définitivement, on a beaucoup de... tu le dis très bien, en fait, il y a beaucoup de... Puis pour en discuter avec d'autres gestionnaires également, ou d'autres propriétaires, ou d'autres éducatrices, en fait, c'est des gens des personnes qui ont peut-être souvent, en fait, quitté les bancs de l'école tôt, puis qui ont ce désir parce que
elles ont à cœur le métier, elles veulent en apprendre un peu plus, mais elles ont ce complexe de l'imposteur. Je serai jamais capable d'y arriver, je serai jamais capable d'eux. Donc là, la force de l'équipe peut amener à convaincre la personne, mais il y a aussi tout le programme qui est derrière. Qu'est-ce que ça va t'apporter au-delà de la reconnaissance salariale? Parce que il faut pas se mentir, l'une des premières motivations est aussi la reconnaissance salariale derrière ça. Mais c'est extrêmement exigeant, en fait, pour les personnes qui se lancent dans ce programme-là, que ce soit parcours travail-études ou la RAC 96, c'est beaucoup de travail. Oui. C'est assumer 2 postes en même temps. Ton poste de voire 3 à des moments, là, tes parents des fois, ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. Puis tu t'es étudiant et à la fois t'es professionnel. Fait que c'est beaucoup de charge mentale à ce moment-là. Fait que c'est quoi les arguments que vous pouvez amener pour convaincre les personnes de s'inscrire dans ce type de programme pour qu'est-ce qu'il est c'est ça. Comment t'arrives à les convaincre finalement? Comment t'arrives à on va le prendre en 2 parties parce que, tu sais, pour le parcours travail-études, c'est des gens souvent qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le domaine. Pour ces personnes-là, souvent, je vous avoue que l'argument salarial est quand même intéressant. Puis on a fait beaucoup de campagnes de témoignages. Je me rappelle une étudiante qui expliquait qu'elle était coiffeuse, elle, dans son ancienne vie, travailleuse autonome. Puis là, elle avait envie de changer. Puis elle expliquait que elle, sans avoir eu accès à une formation qui était justement payée. Dans ce cas-là, oui, il y a quelques frais, là, mais en général, c'est payé et elle est payée pendant qu'elle l'a fait. Ben, elle dit, je me serais pas vu changer de carrière comme ça parce que c'est un saut dans le vide, hein, de perdre un salaire pour après ça de changer. Ça, d'ailleurs, c'est un des nous, on fait des sondages auprès des personnes qui participent à nos projets, puis au parcours travail-études. Le sondage de 2024, là, celui de 2025 qui est pas encore sorti. Mais le sondage de 2024, ce qu'on a vu, c'est que la motivation première des personnes à faire le parcours, c'est évidemment le salaire que ça permet de procurer pendant les heures d'études. Et la deuxième chose, c'est l'observation directe dans le milieu. C'est que plutôt que d'être sur les bancs d'école puis d'être dans le plus théorique, même si on le sait, là, c'est pas pour cracher sur les autres types de formation. Mais là, vraiment, ce qui était ramené, c'est je suis à l'école une journée et le lendemain, je me retrouve dans le milieu de travail puis je mets en pratique directement ce que j'ai appris hier. Fait que ça, je pense que ce côté-là, c'est très, très intéressant. Puis pour la RAC, là, on est avec du monde. On entend plus parler, comme je le disais tantôt, de personnes qui sont comme, mais moi, je veux pas retourner à l'école. Je pense à, par exemple, une candidate qui a témoigné pour nous, qui disait, moi, j'avais jamais été bonne à l'école. Là, ça avait, tu sais, il y en a, ils ont un peu ce traumatisme-là. Là, ils ont fini leur secondaire de peine et de misère. Ça a été difficile. On sait que c'est pas fait pour tout le monde, là, la manière dont le système scolaire est fait. Puis là, qui disait, en fait, en me rendant compte, la RAC 96, ça m'a donné le petit coup de pouce. Nous, c'est souvent ça qu'on dit. C'est le petit coup de pouce de plus pour faire, OK, là, en plus, je la paierai pas ma formation. J'irai, puis je serais payé pendant que je l'avance. Puis finalement, pour se rendre compte, puis c'est un peu ça le message qu'on met de l'avant, nous, au niveau de la RAC, c'est qu'une RAC, finalement, c'est une reconnaissance qui est basée vraiment sur l'expérience de la personne et ce n'est pas un retour à l'école. C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle est acceptée au cégep, le cégep s'engage, en fait, à amener la personne à faire reconnaître ses compétences. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échec. Tu ne peux pas échouer en RAC. Ce n'est pas possible. À partir du moment où tu es accepté, c'est sûr que tu peux être refusé à l'entrevue de validation. Puis à ce moment-là, le conseiller ou la conseillère pédagogique va te dire, reviens. Tu sais, ça, c'est pas nouveau, hein. Je vous explique ça. C'est pas la RAC 96 qui a créé ça. La RAC, moi, mes parents l'avaient fait début 2000. Ça fait longtemps que ça existe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, tu sais, on sait qu'on travaille aussi plus largement à ces concepts-là de reconnaissance des acquis. Je me suis pris des petites notes aujourd'hui en venant, là. C'est le Conseil d'éducation supérieure qui a sorti une étude l'année dernière qui disait justement que le gouvernement, actuellement, devrait penser le plus possible à élargir la reconnaissance des expériences puis des acquis des personnes. Sûr, parce que dans tout domaine, pas juste dans la petite enfance, c'est la clé, en fait, si on veut que les personnes soient qualifiées puis bien formées, parce qu'il y a personne qui va lâcher son travail, là, comme ça, pour aller retomber ses bancs d'école pendant 1 an et demi, là, tu sais, pour un papier, tu sais. Tu dis je parle beaucoup, hein, c'est très intéressant. Tu dis c'est des formations, etc., c'est de l'expérience et nous on remarque beaucoup ça. D'abord, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais réagir. Oui. La première, c'est en effet, nous on a la chance d'avoir des filles parce que c'est majoritairement des femmes qu'on a dans nos équipes actuellement. Puis on le voit, hein, dans nos statistiques, je veux dire, on pousse, mais en RAC, mais en même temps, il y a tellement de sujets, là, tu comprends, il y a comme le masculin, en fait, dans la petite enfance, comment c'est perçu. Ouais. Il y a des papas, un jour, on avait eu la chance d'avoir un homme qui faisait partie de notre équipe, puis là, je change complètement de sujet, mais et ce papa nous dit, mais comment ça, un homme, comment ça, vous... Ah ouais, non. Et la perception, je dis, mais vous êtes papa, vous êtes un homme.
fait que vous êtes capable de vous occuper de vos enfants. Ça veut pas forcément dire que, tu sais, il y a toujours une espèce de perception de pédophilie derrière, en fait. Faut se dire les vraies choses, là, tu sais, il y a quand même ça qui est derrière. Alors que, t'es un papa, ça veut pas dire que tu touches ton enfant, tu comprends, tu t'en occupes, tu changes sa couche et ça va bien. Tu fais, un éducateur aussi. En fait, il y a toute cette perception-là qu'on veut aussi briser puis aller chercher. Mais, mon point, c'était plutôt de dire, les filles qui sont inscrites à la RAC, leur regard, là, quand elles ont leur première note, et qu'elles sont comme, il y a une satisfaction, là. C'est comme elles sont fières d'elles, puis, et donc, ma question est, c'est exigeant pour les gestionnaires et pour les directeurs de s'embarquer là-dedans. Oui. C'est extrêmement exigeant pour la personne qui fait ce programme-là, mais en même temps, ça demande beaucoup de support. Si on veut que la personne continue, parce qu'on l'a dit là, elle a 12 casquettes d'un coup, là, en fait, finalement. Fait c'est quoi? Comment, est-ce qu'il y a des outils, des choses, des trucs que vous donnez aux gestionnaires pour mieux accompagner, en fait, leur équipe, pour pas que ce soit encore là une charge mentale, supplémentaire, même si on comprend que c'est ce qu'on veut pour nos équipes, là, il y a quand même ça à penser, t'sais. Ouais, tout à fait. En fait, on sera pas de cachette dans le sens où, adhérer à ce genre de projet-là, par exemple, puis là, tu sais, on en parle depuis tantôt des projets. Tu sais, la RAC 96, concrètement, ce que ça offre de plus, c'est 96 heures qui fait que l'employé va être rémunéré pendant qu'elle avance sa démarche de RAC. Bon, c'est sûr, pour l'employeur, ça va demander un suivi qui est important, mais nous, on trouve que ce suivi-là, il peut être vraiment transformé en une pratique RH très intéressante. Par exemple, nous, ce qu'on propose, qui n'est pas obligatoire, c'est un calendrier de réalisation. Ce que ça permet à l'employé et à l'employeur de s'asseoir ensemble, puis de regarder, à quel moment je vais pouvoir t'octroyer des heures pour que tu avances ta démarche. Puis en même temps, nous, ce qu'on veut, le souhait aussi derrière ça, c'est que ça soit pas juste une transactionnelle, 3 heures, mais aussi, tu sais, qu'ils puissent échanger à propos de c'est quoi que la personne fait, s'informer, sans dire surveiller, hein, c'est pas ça le but, évidemment, là, mais juste de s'informer où la personne est rendue. Puis on en a plein des belles histoires, justement, où le gestionnaire est venu appuyer son éducateur ou son éducatrice pour dire, OK, dans tel domaine, il y aurait peut-être telle lecture qui pourrait t'aider. Mais évidemment, je dirais ce que la RAC 96 met de l'avant, puis on espère que ça va être pas le testament, là, je veux pas sonner dramatique, mais on espère que ça va continuer au-delà, même si un jour la RAC devait s'arrêter. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on garde cette idée-là qu'une RAC, ce genre de processus-là entre l'employeur et l'employé, ce que ça demande, c'est de la transparence. Puis ça, c'est important, et de la confiance. C'est important de l'avoir parce que si ça n'existe pas à la base, c'est pas un processus où tu peux où il y a vraiment c'est vraiment un processus aussi qui est au rythme de la personne, hein. C'est important, c'est dans les principes même d'une RAC que la personne soit en mesure de faire reconnaître ses compétences à son rythme, puis selon les outils que le conseiller ou la conseillère pédagogique du cégep va avoir trouvé. Donc c'est-à-dire, tu pourrais demander à une éducatrice qu'est-ce qu'elle a fait pour sa RAC, puis demander la même chose à une autre, et ça sera pas la même chose parce qu'elles ont pas nécessairement les mêmes compétences à faire valider. Donc ça, c'est ce côté-là très on peut pas dire personnalisé, mais qui est plus personnel comme démarche, et très 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 central dans tout ce qui est notion de RAC. Puis je pense que T'as nommé de quoi qui m'a intéressé. T'as beaucoup de milieux où est-ce que t'as besoin d'avoir absolument de la formation continue. Ouais. La petite enfance, c'est pas nécessairement un secteur. Il y a le volet de RCR, les premiers soins, puis l'obligatoire, disons. Ouais, exactement. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui vont qui vont continuer à aller chercher de la formation, ne serait-ce que pour l'essaimage, être capable d'après ça ça crée des discussions, ça crée des réflexions par rapport à un cas spécifique avec un enfant que tu dis, j'ai réussi à parler avec ma personne au cégep, puis à ma personne de la direction, de l'équipe de direction, peu importe, qui est là aussi pour m'appuyer, mais ça crée un dialogue, puis même une conversation à plusieurs, puis là, on est gagnant, parce qu'en fait, il y a une mise en commun, puis une valorisation des connaissances. Puis moi, j'aurais envie de dire mise en commun qui va être même plus large dans l'équipe. Ouais. Nous, ce qu'on a, dans les bonnes pratiques, j'essaie d'en ressortir pour vous là, des trucs qu'on a entendus. Ça fait quand même 3 ans là, bientôt là, que ça a été lancé. Un des trucs qu'on on voit, c'est que souvent, ce que ça crée, c'est qu'une éducatrice qui a fait sa RAC, qui l'a terminée, ça peu importe, là, mais avec la RAC 96, il y en a un peu plus qui le font en ce moment. Ben après ça, elle va en parler à une autre éducatrice. Hey, moi, je l'ai fait, tout ça, puis là, l'autre éducatrice, ça va peut-être... Tu sais, l'autre, il y en a, là, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, je vous apprends rien, je pense, là, puis qui ont juste pas la qualification parce qu'il leur manque la EC, les heures, ils les ont, là, ils ont 20 000, 25 000 heures. Mais il leur manque, puis en parlant avec des collègues, des fois, ça déconstruit certaines peurs, puis là, il y a comme des mini-communautés de pratiques, si on veut, qui se développent entre personnels, puis ça, c'est très intéressant.
Et c'est même lié, moi je vous dirais, même on le voit souvent, ce qu'on on entend de certains employeurs qui utilisent les deux projets. Faut savoir, Parcours Travail-Études est arrivé avant, mais les deux projets ont été pensés ensemble. Hein. L'idée, c'était pas laisser de côté celles qui étaient là depuis longtemps, de leur dire, vous devez retourner faire 18 mois de formation. Puis on le voit, ben une personne qui a fait une RAC, puis après ça, là, vient chercher sa qualification, va prendre peut-être même plus de responsabilités, puis on en a des fois qui vont devenir même mentors pour les personnes du Parcours Travail-Études qui viennent sur le milieu. Fait qu'il y a un beau pairage ici. Ce côté co-développement, en fait, là, au final, là, oui, on a mis ça en place dans les garderies. Et en fait, c'est très riche. Ça amène aussi tout ce qu'on appelle, en France, ils parlent beaucoup de ça, là, il y a plein de débats en France autour des installations privées, non privées, etc. Puis il y a une obligation d'analyse de la pratique. Et je trouve que la RAC permet en fait de se re-questionner. Quand une personne s'inscrit à la RAC 96 ou au Parcours Petite Enfance, ça amène, elle va venir questionner sa collègue en disant mais pourquoi tu fais ça comme ça? Moi, on vient de me dire que c'est pas super bonne idée là. Et pourquoi tu le fais? Fait que ne serait-ce de questionner ça et d'accepter aussi d'être questionné quand même, parce qu'il y a toute cette dynamique là que tu viens bousculer des habitudes de c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Oui, mais en fait pourquoi, non. En fait, j'aimerais ça que tu m'expliques. Fait que il y a toute cette dynamique donc de travail et d'analyse de la pratique et de co-développement que je trouve intéressante en effet pour les concrètement pour accompagner les filles. En fait non, les professionnels de la petite enfance, parce que normalement on aimerait ça avoir des gars aussi qui s'inscrivent et qui viennent travailler avec nous. Et ce sont des professionnels, c'est important de le dire quand même. Ça c'est un autre, si on parlait de la valorisation, moi pour avoir eu deux parents, moi je suis un peu au produit de la petite enfance. J'ai deux parents qui se sont rencontrés en fait où ils travaillaient. Puis pour avoir eu deux parents donc qui ont milité toute leur vie pour cette reconnaissance-là, on ne réalise pas à quel point, je pense que vous le réalisez, mais je pense que socialement, les gens réalisent pas à quel point c'est exigeant comme travail, en fait. Et il faut être professionnel pour le faire, ce travail-là. Puis malheureusement, moi-même, chez les gens autour de moi qui sont de meilleures intentions, je l'entends encore, le petit mot gardienne qui peut revenir une fois de temps en temps. Non, ma mère a dit souvent, elle se faisait dire des fois, amusez-vous bien quand c'est pas méchant de la part du parent, mais c'était comme, c'est parce que... c'est ça. Voilà. Je sais pas que nous, on dit souvent, on fait pas que des colliers de pâtes, hein. Voilà. Mais vous cherchez à atteindre votre ratio de qualification, le Parcours Travail-Études en petite enfance vous aide à recruter et former le personnel éducateur de la relève. En y participant, votre personnel en formation reçoit une rémunération pour leurs heures d'études au cégep. À la fin des 18 mois, la personne en formation aura complété son AEC en technique d'éducation à l'enfance, tout en accumulant des heures de travail qualifiantes dans votre milieu. Tous les détails sur travailétudespetiteenfance.ca. C'est une réalité, on aimerait vraiment changer ça, en fait, au moins amener ces perceptions-là et semer des graines sur la réalité d'un travail, en fait. En effet, on parle de gardienne, t'as des gens qui gardent des enfants, puis c'est très correct, mais t'as des gens qui sont là pour développer. Fait qu'il y a comme un rééquilibre à avoir là-dessus sur, tu me demandes, ministère de la Famille, d'avoir des exigences, puis c'est très correct, sauf que tu peux pas, en fait, dans le temps de la Covid, là, quand on a dit, il a été question que des gamines de 16 ans viennent faire le travail des éducatrices, là. En fait, on a perdu les éducatrices à cause de ça, de ce manque de reconnaissance-là. Mais ok, c'est comme ça que vous percevez notre travail, c'est comme ça que vous nous percevez. Je pense qu'une gamine de 15 ans, puis ça n'enlève rien aux jeunes de 16 ans, là, parce que il y a des jeunes de 16 ans qui sont allumés, qui sont capables de faire plein de choses comme ça, mais c'est un métier. Oui, c'est vrai qu'il y a un risque de nivellement par le bas. Nous, souvent, on l'entend, cette expression-là, de dire on voudrait pas ça. Ça a été très important pour nous que ces deux projets-là, justement, puis pour la RAC, on le répète souvent, quelqu'un qui a un diplôme en RAC, la RAC, c'est un véhicule, hein, finalement. Parce que ce que ça donne, c'est une attestation d'études collégiales ou même un DEC. Il y a des gens qui peuvent aller chercher un DEC en RAC. Puis, en fait, c'est juste le véhicule pour l'avoir. Mais c'est la même valeur que tout autre diplôme. La même chose pour le parcours travail-études. L'AEC qui est délivré à la fin du parcours travail-études a la même valeur que n'importe quel autre AEC au final. Donc, nous, c'est important pour nous de le rappeler, ça, qu'il n'y a pas de nivellement par le bas, que c'est important, on travaille avec des partenaires qui sont des cégeps. Hein. Les cégeps sont là depuis longtemps. Il y a des cégeps. Moi, je pense à Sainte-Foy, ici, dans la région de Québec, là, qui de la petite enfance, ça fait longtemps là, qui en font. Là. Fait, il y a une expertise qui est derrière ça. Il n'y a pas de nivellement par le bas. Mais après, on sait qu'il y a toutes sortes de types de formations aussi, puis que le DEC peut être une voie tout à fait valable aussi. Pour nous, je pense qu'il faut une complémentarité.
pour s'assurer de tout ça. C'était de venir finalement prendre une place qui était à prendre, comme tu disais. C'est le retour aux études. Il y en a qui veulent le faire, mais c'est pas tout le monde. Puis il y a une grande majorité. Moyens non plus. Non, définitivement. Ouais. Qu'est-ce que ça apprend au niveau outils? Mettons, demain, il y a Jeanne qui a 46 ans et qui se dit, moi, j'aimerais ça. Mise en situation. Tu fasses du théâtre. Je peux prendre mon téléphone. Oui, bonjour Jeanne. Salut Jeanne. 46 ans, elle a travaillé beaucoup dans différents domaines. Puis là, elle se dit, moi, maintenant, j'ai envie de m'occuper des enfants, puis je veux me former. Est-ce qu'elle a besoin d'un ordinateur? Est-ce qu'elle a besoin de quoi elle a besoin pour, à part de son temps et de son énergie, mettons, de quoi elle a besoin pour se mettre au travail? Est-ce que l'employeur doit acheter un ordi, lui mettre à disposition? Est-ce qu'elle doit s'en acheter un? Est-ce que c'est quoi matériellement qu'elle doit, ça lui demande? son implication? OK, je vais demander une précision à Jeanne. Hein. C'est Jeanne, oui, c'est ça? Jeanne, oui. J'aime beaucoup ce nom. OK, alors, Jeanne, premièrement, je lui demanderais, est-ce qu'elle a de l'expérience dans le domaine de la petite enfance, tu disais, ou pas du tout, en fait? Non, pas tant, pas beaucoup, en fait. Mais mettons qu'elle est l'année qu'il faut pour la RAC, là. OK, c'est parce que ça, c'est deux trucs différents. Si on lui recommande d'aller en RAC, en fait, une chose qui est importante à dire, il n'y a pas de chiffre magique pour la RAC. On parle de autour de 2 ans d'expérience, mais ça peut arriver que quelqu'un qui a 1 an d'expérience, qui a travaillé. En fait, c'est de la reconnaissance des compétences. Ouais. Puis ça, tout le monde est différent. Il y a des gens que ça prend plus de temps à être en mesure de le démontrer. Parce que c'est ça, à partir du moment où tu es accepté, tu vas y arriver. Fait que ça peut arriver que quelqu'un soit pas accepté. Puis dans ces situations-là, il va y avoir des fois les conseillers pédagogiques vont suggérer certains trucs. Puis là, peut-être que le parcours travail-études peut être plus intéressant. Ça peut arriver. Mais revenons à la RAC, pour la personne, pour Jeanne. Pour Jeanne. En fait, Jeanne, dans ce cas-ci, n'aurait pas nécessairement besoin d'un... C'est sûr que... un laptop, c'est pas mal rendu incontournable. On le sait parce que la personne va devoir produire des travaux écrits dans certains cas. Donc, il faut quand même qu'elle ait une certaine maîtrise du français. Ça aussi, c'est un truc qui est important de dire. Sauf que ça, je me permets de dire. C'est un requis, du coup, de parler français correctement? En fait, c'est un requis parce que c'est quand même niveau collégial. Il faut que la personne soit en mesure d'écrire des travaux, de le faire. Puis des fois, ça peut créer certains problèmes. Mais je tiens quand même à dire que pour des personnes qui nous écouteraient, qui ont des anglophones dans leur milieu, des garderies bilingues, en anglais, c'est disponible. La RAC peut se faire en anglais. Ouais. Okay. Nous, on a Vanier, Champlain qui travaillent avec nous, là, qui sont deux collèges. Puis souvent, en fait, ça se fait de manière hybride, une RAC. Donc, la majorité du temps, ça va se faire soit par téléphone quand il y a des... Parce que, tu sais, là, ça a l'air flou, là, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'a fait une personne en RAC, finalement? Ce qu'elle fait, en fait, tu sais, parcours travail-études, là, c'est... T'es sur le banc d'école, il y a des mises en situation, des examens. C'est un peu classique en termes de ce qu'on va demander, comme ce qu'on peut s'imaginer être dans un cours au cégep. Pour une RAC, en fait, la personne va avoir des évaluations qui vont être de diverses formes. Fait qu'il va avoir des travaux écrits, il va avoir des mises en situation, il va avoir des conversations avec la conseillère pédagogique, des mises en situation orales, vraiment, où la personne va devoir répondre. Puis des fois de l'observation aussi. Ça va arriver que le conseiller ou la conseillère va devoir venir dans votre milieu, puis évidemment observer. Puis dans certains cas, il y a certains cégeps même qui proposent une formule où elle est filmée plutôt. Tu sais, ça dépend avec la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les cégeps. Donc concrètement, pour revenir au matériel, c'est sûr que le minimum est un ordinateur pour la personne pour qu'elle puisse être en mesure de participer aux rencontres. Souvent, ça va être sur n'importe quel outil, là, que ce soit du Zoom, Teams, Meet. Et les autres. Et les autres. C'est minimal. Puis l'accès pour pouvoir rédiger les travaux. Mais au-delà de ça, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que l'employeur est tout à fait en droit de dire, moi, j'ai des ordinateurs qui sont dans mon milieu de travail, puis je te propose de faire, si vous avez dans votre milieu une salle qui est évidemment plus tranquille puis dédiée à ça, la personne pourrait le faire dans le milieu-là, même si elle n'a pas accès chez elle, elle pourrait le faire dans son milieu, s'il y a l'équipement qui existe. Ça, c'est une possibilité, disons-le comme ça. Puis c'est quoi le profil type? Mettons qu'on veut pas stigmatiser, etc. Mais moi, t'as 2 personnes. Est-ce que je vais lui proposer à Jeanne ou Gertrude le parcours petite enfance, RAC? C'est quoi qu'est-ce que je peux lui proposer pour que je sois sûre que ce soit un succès? Sûr, en tout cas que je l'amène plus vers le succès parce que ça lui correspond plus dans son profil, disons que dans certains cas, nous, quand c'est des parcours très... Tu sais, tantôt, on parlait un peu de reconnaissance de diplôme, comme ça. Là, on va référer au ministère de la Famille. Vous savez que le ministère de la Famille a un service de certification là, en ligne là, qu'ils ont mis. Puis nous, on va plutôt référer là parce que l'important, c'est que la personne ait la bonne prescription pour obtenir la certification. Mais dans la majorité des cas, quand on parle moins de reconnaissance de diplôme, tout ça, en fait, la beauté du fait d'avoir le CSMO qui s'occupe des 2 projets, c'est que nous, on a des équipes. Oui, on a 2 équipes.
mais on est vraiment en mesure de répondre aux questions. Donc, souvent, ce qu'on va dire aux employeurs qui sont pas trop sûrs, on va leur demander, si vous voulez, vos candidats peuvent nous appeler. Ils peuvent nous... pour que tu les aiguilles, oui, en pour fait. qu'on les aiguille. C'est sûr qu'on n'est pas les cégeps, on peut pas leur promettre quoi que ce soit, mais on en a vu beaucoup. Fait qu'on on peut regarder un peu leur profil puis se dire, bon, ça c'est intéressant, j'ai l'impression que tu aurais le profil plutôt... Parce que, je vais vous donner un exemple, là, il y avait quelqu'un qui s'est inscrit en RAC, puis elle disait que elle, puis ça c'est vraiment personnel, elle trouvait que parce qu'une RAC ça demande quand même d'avoir une certaine discipline, parce que c'est ton conseiller, ta conseillère qui va te dire ok là on va travailler sur telle compétence, puis tes évaluations sont à remettre à tel moment. C'est pas comme le parcours travail-études où c'est 3 jours semaine où la personne doit être présente. Et pour certaines personnes, cette absence de structure-là est plus difficile. Fait qu'on en a vu des personnes qui ont dit hey, moi, la RAC, je pense que c'est pas fait pour moi, je me connais, là. J'ai besoin d'un 3 jours semaine où Puis on le sait que pour les milieux, c'est pas toujours possible d'avoir quelqu'un qui va passer à 2 jours semaine, là, parce que les 3 autres jours est à l'école. On est bien conscient de ça. Mais quand c'est possible dans certains milieux, ça permet à cette personne-là d'avoir une meilleure structure, puis de le faire. Bon, après ça, c'est un petit peu plus long, mais au final, je pense que l'important à travers tout ça, c'est que la personne aussi voit la plus-value de ce qu'elle fait, puis qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle le fait juste parce qu'il faut le faire. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, nous autres, il y a des gens qui ont commencé des démarches de reconnaissance des acquis, puis que finalement, le timing était moins bon, puis c'est au final de le faire quand la personne est prête, puis qu'elle a les bons outils, puis justement de choisir le bon canal doit vraiment beaucoup aider là, à en faire des succès finalement. Tout à fait, ouais. Puis les cégeps sont tellement, tu sais là, nous on est là, on aide, mais les cégeps sont vraiment bien habilités d'habitude à pouvoir le faire. Puis nous on a la chance que la grande majorité des cégeps qui offrent la RAC offrent aussi le parcours. Faut savoir, le parcours, c'est parcours travail-études, c'est en cohorte. Fait que c'est pas toujours les mêmes cégeps qui reviennent, mais on a sensiblement les mêmes partenariats. Fait que souvent, un cégep, là, avec lequel on travaille, comme à Sainte-Foy, on va avoir des deux, tu sais. Fait qu'on va être en mesure, là, tu sais, ils vont être en mesure, ils connaissent les projets, là. C'est pas comme si tu leur disais ça, puis ça me dit rien, là, tu sais. T'as-tu plus de gens qui sont inscrits à la RAC 96 versus ce parcours petite enfance? Nous, en toute transparence, on n'a pas de personne qu'on a en parcours petite enfance pour la raison que tu as nommée tout à l'heure d'aller chercher une personne pour remplacer l'autre. Et qu'il faut trouver un match de deux, là. D'abord deux qui acceptent de faire le parcours petite enfance pour aller chercher éventuellement un temps plein pour remplacer ces personnes-là. Parce que maintenant, les jours sont plus les mêmes. Avant, c'était les mêmes et c'était compliqué, là. C'est bien que tu le dises parce que c'est un truc que j'allais dire. C'est un truc qu'on entend beaucoup des employeurs qui nous disent « Ah, mais moi, je peux pas parce que c'est les mêmes jours. » Et ça doit faire 2-3 ans que ça a changé. Mais je me permets de le dire, effectivement, les cégeps ont des journées d'études et de travail différentes. Donc, c'est possible de demander, parce que souvent, c'est en ligne, hein, le parcours travail-études. Fait que la personne n'a pas besoin, c'est pas comme si tu disais à quelqu'un de Québec, il va falloir que tu aies étudié à tous les jours à Matane, là, c'est pas ça, là. Mais c'est en ligne que ça va se faire, fait que c'est possible de le faire. Mais oui, pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a plus de monde, tu sais, comment ça se fait? J'ai les statistiques, en fait, il faut savoir, d'une première part, le parcours travail-études, ça fait plus longtemps que ça existe. Fait que c'est sûr qu'il va avoir les chiffres. Il y a une longueur d'avance. De toute façon, il n'y a pas de compétition. On s'aime beaucoup entre nous. Puis moi, de toute façon, je partage. Mais t'es le meilleur. Pas, c'est ça. Mais nous, on est les meilleurs. Ben, moi, j'ai les deux. T'as gagné, tu gagnes. Tout à fait. Mais tu sais, vous voyez là, les chiffres que j'avais sortis là, qui sont les chiffres de fin février. Nous, on a des statistiques mensuelles qui sortent. Bon, ils font état de 2711 candidates qui se sont inscrits au parcours travail-études pour 1436 qui se sont inscrits à la RAC 96. Après ça, le 1500 de plus, bon, c'est ça. Moi, ça vous donne une idée, mais ça vous dit pas qui a fini. Dans tout le Québec. Toute nationale, depuis le début du projet. Au niveau des diplômés, vous voyez, à la RAC, il y en a 400. Puis au parcours travail-études, 714. Ça veut dire que c'est pas toutes les personnes qui commencent le parcours qui le finissent, mais la même chose pour la RAC. Hein. Ça, on n'a pas tous les chiffres par rapport à ça. Puis pour les employeurs qui y participent, il y a 918 SGE dans tout l'ensemble du Québec. C'est un peu plus de 30%, 31% de tous les milieux du Québec qui ont participé. Puis à la RAC, on était à 25%. Fait que ça vous donne une idée. Les chiffres sont plutôt similaires. Si on prend en compte qu'il y en a un qui a commencé avant, sont plutôt similaires. Mais nous, de toute façon, l'important, c'est que ça soit complémentaire aussi. Puis on sait que, au niveau de la qualification, on va pas se leurrer, là, le rapport même du vérificateur général l'année dernière le montrait bien. Il y a encore un manque à gagner par rapport au déclin du ratio du personnel qualifié. Puis le retour au 2/3 en 2027 va mettre de plus en plus de pression. Fait que nous, on s'attend à ce que ça continue, en fait, ces inscriptions-là.
D'autant plus que la RAQ, en fait, bien heureux de pouvoir vous le dire aujourd'hui, mais la RAQ va pouvoir continuer là, cette date limite qui était mise pour juin 2025. Il y aura cette nouvelle mouture de la RAQ. Cool. On est allé chercher de l'argent justement parce qu'on savait que c'était important pour les chouette, c'est très cool pour les milieux. Mais c'est ça, tout à fait. Donc, il y a cette partie-là qui est importante. Puis après ça, toute la partie aussi de toutes les enquêtes qui ont été faites là, par rapport au fait que on voyait là, que c'est un taux, je pense, de 15% là, de départ définitif à la retraite puis de personnes qui quittent pour d'autres domaines. Donc, pour nous, c'est pour ça qu'on le travaille vraiment de concert, ces deux projets-là, parce que ces deux enjeux-là, malheureusement, ne sont pas prêts de se terminer. Puis on a besoin, en fait, d'avoir des solutions, de faire partie, en fait, moi, j'ai envie de dire, de cette gamme de solutions-là pour s'assurer, en fait, que qu'il y ait des options à la fois pour les employeurs, pour les employés. Mais vous savez, on n'a pas le contrôle sur tout, ça, c'est sûr et certain. Il y a tout le contexte, il y a également le politique, tout ça, qui fait en sorte que nous, on doit aussi composer avec ça. Mais je pense qu'on a l'approche partenariale qui nous permet justement de se dire, regarde, construisons-là ensemble là, plutôt que de justement, on veut pas rentrer. D'être en silo là finalement. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de, ça fait partie de, c'est le nerf de la guerre. Hein, on en parlait au début de l'épisode là, puis d'aller chercher des personnes qui sont qualifiées, qui sont, en fait, des personnes d'abord qui veulent. Oui. Qui aiment ce métier, parce que tu sais, moi je dis souvent, tu sais, t'as des personnes qui viennent nous voir pour être embauchées en disant, mais moi j'aime beaucoup les enfants. Je dis, moi j'aime beaucoup la confiture, mais j'en fais pas, tu vois. Fait que c'est pas parce que t'aimes les enfants, que t'aimes être avec eux, que tu sais t'en occuper et que tu vas aimer t'en occuper, en fait. Parce que c'est extrêmement exigeant, en effet. Et on parlait de, allez, amusez-vous bien. Oui, alors c'est-à-dire, tu vois, viens passer une journée dans les salons, je vais dire, nous on fait beaucoup des salons de l'emploi, parce que c'est important pour nous aussi de... Oui, on travaille c'est les employeurs. La subvention, elle n'est pas versée à l'employé. Ça, c'est important de le savoir. Là, c'est des subventions pour les entreprises. Vu qu'on dépend du ministère du Travail, en fait, nous, de notre côté. Mais on fait quand même du recrutement, ou en tout cas, la valorisation. Mais la première chose qu'on dit, c'est, va voir, quand la personne me dit, oui, moi, j'ai eu des enfants. Ben, va voir peut-être c'est quoi le métier. Puis après, si ça t'intéresse, peut-être que le parcours est fait pour toi. Ça, c'est un genre de discours qu'on va avoir parce qu'évidemment, le but, en fait, c'est que ça donne un éducateur ou une éducatrice qui est passionné, comme tu le dis, puis qui a envie de le faire. Pas que, comme on le dit, c'est pas un métier qui est pour tout le monde, puis c'est correct aussi, hein. Je pense je veux dire, moi, ma mère, elle a arrêté de travailler dans le domaine parce qu'elle a fait d'autres choix de carrière. Je pense qu'elle est très heureuse de l'avoir fait en début de carrière, puis aujourd'hui, elle se voit moins dans ce domaine-là. Ça peut arriver aussi. Il y a une histoire d'évolution aussi, là, d'éducatrices, là, qui peuvent évoluer dépendamment de comment tu mets les choses en place pour que ces éducatrices-là puissent évoluer et être comme chef de RAC, genre, je sais pas trop, là, mais tout à fait. on parlait de co-développement, ça fait partie des... Il y a même des conseillers, des conseillères pédagogiques dans certaines installations qui ont fait la RAC. C'est comme savoir c'est quoi le processus. Ça, c'est important de le dire. Hein, tout le monde qui travaille dans un milieu est éligible à la RAC 96. C'est-à-dire même vous, comme gestionnaire. Évidemment, il y a certains propriétaires gestionnaires, il y a certains critères qu'il faut respecter, du genre devoir être sur le plancher à certains moments, tout ça, le faire pour respecter le ratio, entre autres. Mais en fait, vous seriez éligible à le faire vous aussi. Fait que ça, c'est important de le rappeler parce que ça permet de se dire, tu sais, je pense que pour des plus petites installations, des fois, c'est comme on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Des fois, il y a certaines solutions comme ça qui existent aussi, là, qui sont pour respecter le pas toujours idéales, mais qui permettent d'aller chercher un peu plus de... de qualification. Tout à fait, oui. Le temps file. Je dirais qu'il y a des petites questions en fermeture. On veut que ce soit que les entrevues puissent être capables de servir aux gens qui nous écoutent. Une gestionnaire qui serait une nouvelle gestionnaire dans une garderie. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner par rapport à tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui? C'est dans l'air du temps parce que je vous dirais qu'il y a beaucoup de... Nous, pour travailler en concertation avec plusieurs associations actuellement, puis même des gouvernements, on se rend compte au niveau des RH, il y a vraiment ce besoin-là. Vous le savez, il y a un roulement dans les gestionnaires au Québec actuellement. Puis je pense qu'un conseil qui serait à donner pour ces personnes-là, c'est aller chercher de la formation aussi. Je pense que c'est ça votre mission d'une certaine manière. Je pense que... moi, je pense à mon père, notamment, qui était éducateur, qui est devenu directeur directement. Je pense qu'un des trucs qui l'a beaucoup aidé, c'est justement, lui, il est retourné à l'université pour quelques cours en gestion. Puis c'est vraiment ça qui l'a aidé parce que, tout comme le métier d'éducateur et éducatrice, le métier de gestionnaire demande des compétences. C'est du leadership, c'est de la ressource humaine. Tout à fait. Avec l'humain, il faut aller chercher ça. Tout à fait. Fait que je pense que ça, c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence cette importance-là. Puis peut-être aussi de se rappeler, de pas oublier où vous avez été avant. Tu sais, les gens qui ont été dans ces milieux-là. Je pensais à mon père. Moi, il y avait cette belle approche-là avec les éducatrices parce que
lui, il l'avait fait aussi. Il C'est savait. proche du terrain Ben encore. oui, tout à fait. C'est Oui, ça. fais ça s'il te plaît. Non, ça n'est pas possible. Rappelle-toi, je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Tout ça, il était souvent sur le plancher. Si je suis très honnête avec vous, ça arrivait souvent qu'il devait, qu'il devait aller dans les groupes. C'est la charge mentale là, Ouais. des professionnels, mais inclut donc les gestionnaires, évidemment, mais aussi les éducatrices. Là, Puis c'est travailler, d'être dans ses états financiers, puis qu'un enfant rentre avec un dessin, puis vous le savez. Bonjour! Oui, j'ai perdu ma concentration, c'est foutu. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis pour terminer, là, on a parlé pour quelqu'un qui serait nouvellement dans un rôle de gestion puis pour quelqu'un qui serait plutôt, que ça fait des années qu'il est dans ce poste-là. Qu'est-ce que tu recommanderais? Comment on pourrait mettre en application? Ben, j'ai envie d'aller quasiment dans le même sens. Je pense que l'amélioration continue, c'est un truc qui devrait toujours. Tenir à cœur. Ben oui, puis je pense, puis là, je parle de n'importe quel type d'emploi. Nous, le CSM-OESAC, on a ce mandat-là de soutenir la formation dans les domaines, dans lesquels, les secteurs dans lesquels on intervient. Puis je pense que cette formation continue-là, ce transfert de connaissances aussi, ça, c'est l'autre chose, de pas attendre d'être sur le bord de la retraite pour faire comme, tu sais, de travailler. Je pense que ça va un peu avec ce que tu disais, Mélissande. Je pense que quelqu'un, chef de RAC, tu disais après ça, mais tu sais, il y a des profils qu'on voit qui ont certains, je dirais, compétences déjà un petit peu, puis que je pense que ce transfert de connaissances-là est important pour les gestionnaires. Mais ça passe aussi par une valorisation de ce que les gestionnaires font, ça aussi. Je pense que ça va avec. Cette connaissance de soi, en Ouais. fait, et de ton équipe, là, tu parlais de ton père sur le fait qu'il était proche du terrain. Je pense que c'est essentiel et incontournable d'aller chercher la compétence de chaque personne, tu sais, les forces et les défis, là, parce que c'est comme ça, nous, qu'on a pu permettre à des éducatrices d'avoir des responsabilités. Ouais. Évidemment, il faut que tu y accordes du temps Mais et un salaire Tout à fait. associé à ça. Il ne s'agit pas d'exploiter les gens en disant tu vas faire plus. L'idée, c'est de dire ben, toi, t'aimes ça être organisé, t'aimes ça en fait planifier, t'aimes ça faire telle affaire. Est-ce que ça te tente d'être responsable des transferts des enfants, par exemple? Parce que t'es très bonne dans les processus, dans ci, dans ça. Est-ce que t'aimerais ça faire ça? Ouais, On te donne du temps, on donne 2 heures par semaine ou je ne sais quoi, plus un salaire associé à ça. T'es d'aller chercher cette reconnaissance aussi. Là, je pense que ça fait partie aussi de la RAC là, de définir un petit peu Tout à fait. les profils et les compétences des gens. Tout à fait. Puis là, on a parlé de manière très, évidemment, le but, c'était pas de vous faire un grand exposé, mais si jamais il y a des gens qui nous ont écoutés, qui sont intéressés, on a un site web pour les 2 mesures, travail études en petite enfance.ca. Vous tapez ça, travail études en petite enfance.ca, tout collé. Puis vous allez tomber sur notre site web, il y a une foire aux questions, il y a toutes les explications, il y a surtout le contact de nos services à la clientèle et c'est important de le dire, je l'ai dit en début d'émission, j'ai une équipe incroyable, moi, qui travaille là avec nous, tant au service à la clientèle que les relations avec les cégeps, que les communications. On les a rencontrés, deux de tes collègues dans un des congrès. Puis effectivement, il y a quelque chose de très fluide, de très facile et très disponible. En fait, on les salue parce qu'on a vraiment apprécié je les salue moi aussi, Julia et Astrid. Mais tout à fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour ça que je trouve ça important de le dire. Tu sais, des fois, on dit il y a tel service qui existe, puis là, pas de retour d'appel pendant des semaines. Nous, on est là, on a l'équipe on est disponible, puis de pas hésiter à nous contacter, puis même d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des trucs très cool aussi qui sortent, puis qui sait peut-être des belles annonces là aussi qui s'en viennent. Tu teases un petit peu. Facebook, Instagram, d'autres, TikTok, LinkedIn. Non, TikTok, je pense qu'on n'est pas encore rendu, mais on travaille des fois avec des influenceuses. Là, ça se peut que vous nous voyez des fois dans des partenariats. Mais oui, puis comme je vous disais, si vous allez dans des salons d'employeurs, tout ça, on est là d'habitude. Là, fait que de pas hésiter à venir nous voir à nos kiosques, nous poser des questions. On est très disponibles. Ils vont te dire, on t'a entendu au podcast. C'est vraiment cool. Ben, c'est ce que j'espère. Ils vont te dire, comment va ton père maintenant? Ben, vous riez, mais j'ai réussi à le plugger sur un événement l'année dernière dans la région. Il a travaillé, lui c'était à Laval, puis il y avait eu un événement, puis il avait accepté de faire un panel. On l'a invité au podcast. Ben là, c'était un dernier tour de piste, il me dit. Fait que voilà. On le salue, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Pour tout. Merci à ton équipe aussi. Je sais que vous avez travaillé beaucoup pour ce podcast-là et puis pour être le plus proche des réponses et d'être le plus proche du terrain. Merci pour tout. Et puis, on espère te revoir pour d'autres sujets éventuellement parce que tu auras d'autres trucs à nous annoncer. Avec plaisir, ça me fera plaisir de venir vous voir à Québec. Bon. Merci beaucoup, Édouard. Yes. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.